François Bouet, bienvenue derrière ce micro. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine interne à l'Université Paris-Saclay, spécialisé en immunohématologie, expert en santé publique. Vous avez été membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, également de la commission de transparence pour fixer précisément les prix des médicaments. Vous avez été membre du Haut Conseil de santé publique et notamment un des rapporteurs pour le plan cancer. Et vous avez été, François Bouet, directeur du département de médecine générale de l'Université Paris-Saclay. Alors, parmi les questions que les auditrices et les auditeurs peuvent se poser concernant la différence entre le budget de la sécurité sociale dont on parle et le budget de l'État, qu'est-ce qu'on peut dire avec des ordres de grandeur pour clarifier les choses? Oui, c'est vrai qu'actuellement, dans les périodes de déficit, quand je dis on, c'est beaucoup les politiques et un peu les organismes d'information, tendance à mélanger le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Alors d'abord, en ordre de grandeur, l'un est quasiment le double de l'autre. C'est-à-dire que le budget de l'État, c'est à peu près 350 milliards, et le budget de la sécurité sociale, c'est à peu près 650 milliards. Donc c'est quand même le budget de la sécurité sociale, c'est quasiment le double du budget de l'État. L'autre différence, c'est que le budget de l'État, c'est les impôts essentiellement. Il est fait par les impôts des citoyens. Le budget de la sécurité sociale, c'est les cotisations de sécurité sociale, les cotisations des salariés, les cotisations des employeurs, et maintenant une partie non négligeable par la CSG, la cotisation sociale généralisée, qui a été mise en place par Michel Rocard. Le but de la CSG, c'est d'étendre au-delà des travailleurs les cotisations, c'est-à-dire cotise à la CSG, les bénéfices que vous faites de vos actions en banque, tout ce que vous gagnez est sujet à la CSG. Donc ça a un peu abondé le budget de sécurité sociale avec une cotisation qui est un peu plus large que les travailleurs. Donc voilà, ça c'est les deux budgets. En sachant que, en ce qui concerne les déficits, le déficit de l'État, il est abyssal par rapport à celui de la sécurité sociale. Le déficit de l'État, si je ne me trompe, il est de l'ordre de 130-140 milliards d'euros cette année. Celui de la sécurité sociale n'a rien à voir quand on vous dit qu'il y a 20 ou 30 milliards de déficit. Tout le monde saute au plafond. Or, proportionnellement, c'est même pas 1 à 10. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il n'y a encore pas si longtemps que ça, en 2018 ou 2017, le budget de la sécurité sociale était à l'équilibre. Donc le budget de l'État est en déficit permanent et croissant depuis 30 ans, sauf du temps de Jospin. C'est la seule année où il a été en équilibre. Et là, le budget de la sécurité sociale, parfois est en équilibre, parfois est en déséquilibre, mais les déficits sont beaucoup plus faibles. En sachant que dans le budget de la sécurité sociale, il y a le budget de la santé, la sécurité sociale qui couvre la santé, qui est de l'ordre de 300-350 milliards. Et le reste, c'est essentiellement les retraites, qui représentent l'autre budget. Et donc les retraites, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est pas l'État. Les déficits des retraites, c'est pas le déficit de l'État. L'État, il gère, mais c'est pas lui qui paye. Et donc c'est vos cotisations, et les cotisations des patrons, qui payent les retraites. Alors tout ça, effectivement, cadré par le Parlement, mais ce sont quand même des cotisations salariales. Donc à la limite, ceux qui devraient demander ou dire s'ils veulent payer plus, c'est pas les députés, c'est les citoyens, ceux qui cotisent. Puisque normalement, c'est eux qui cotisent, qui devraient dire « je veux payer plus pour ma retraite » ou « je voudrais payer plus pour ma santé ». Bien sûr, je vous rappelle qu'on ne leur demande pas leur avis. On leur prend sans leur demander qu'il faut moins payer, il faut moins dépenser. Mais si on demandait aux Français « est-ce que vous vouliez cotiser un peu plus pour votre retraite ?» Peut-être qu'ils diraient oui. Et si on leur demande « est-ce que vous voulez cotiser un peu plus pour votre santé pour ne pas payer les mutuelles ?» Peut-être qu'ils diraient oui. Sauf que bien sûr, prudemment, on ne leur demande pas leur avis. Donc voilà les ordres de grandeur des financements de ce qu'on appelle la protection sociale. Donc ce sont des ordres de grandeur qui sont complètement différents, avec des financements différents et des ampleurs complètement différentes. François Bouet, concernant la marchandisation qu'il peut y avoir, on a entendu parler de fonds de pension, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, puisque je vous ai donné des ordres de grandeur, quand vous êtes un homme d'affaires et que vous voyez 650 milliards d'euros de la sécurité sociale, vous y voyez un très gros gâteau auquel vous aimeriez bien participer. Et donc vous aimeriez bien que, au lieu que ce soit la sécurité sociale qui paye, peut-être que ce serait pas mal que vous puissiez un tout petit peu vous mêler de cette affaire. Comment vous mêler de cette affaire ? Eh bien, en participant au financement de structures qui vont piocher, entre guillemets, dans la caisse, qui vont se faire financer par la sécurité sociale, pour être plus clair. Donc il y a un certain nombre de structures, pour ne pas les citer, des cliniques privées, des laboratoires de biologie, qui commencent à être investis par des financiers, fonds de pension, parce que, éventuellement, on pourrait faire des bénéfices sur la biologie, sur les soins. Alors après, pourquoi pas ? Mais ça veut dire que, grosso modo, les bénéfices qui vont être faits,
sur la biologie ou sur les soins, ils vont être faits sur votre cotisation à la sécurité sociale. Donc après, est-ce que vous souhaitez que les bénéfices soient faits sur vos cotisations à la sécurité sociale ? Ça, c'est un choix qu'on ne vous demande pas. Donc c'est vrai qu'il faut se poser des questions sur le fait que de plus en plus de dépenses de santé sont prises en charge par des structures privées parce que ça semblerait être des investissements qui peuvent être rentables. Et la vraie question, c'est est-ce que le soin ou le grand âge ou la retraite doit être quelque chose qui doit être rentable, doit donner des bénéfices à d'autres personnes que ceux qui en profitent ? Ça, c'est une vraie question. Et effectivement, c'est une question politique, c'est-à-dire est-ce qu'on doit ou pas laisser émerger une financiarisation de la santé ? Car jusqu'à présent, quand même, c'est l'argent des cotisants et de leur employeur, à parité. Et comme actuellement on a supprimé le régime paritaire de décision de la sécurité sociale, puisque maintenant, avant c'était les organes paritaires qui pouvaient décider de ça, maintenant on leur a entre guillemets supprimé en tout cas le vote de budget. Et donc maintenant c'est une décision politique de savoir si on peut ou pas permettre une marchandisation de la santé. J'aimerais aussi que l'on puisse parler de médecine préventive, François Bouet. Alors peut-être redéfinir ce que c'est. Est-ce que c'est une approche globale ? De quoi s'agit-il exactement ? Et en quoi est-ce que c'est important ? Alors la médecine préventive, son but est d'essayer d'éviter l'émergence des maladies. Ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est de faire en sorte de supprimer toutes les causes des maladies. Par exemple, éviter que les gens fument, éviter que les gens boivent. Je vous rappelle que le tabac, c'est 75 000 morts par an et l'alcool, 50 000. Donc effectivement, si on pouvait prévenir les gens de fumer ou les gens de boire, ça pourrait permettre de prévenir l'arrivée des maladies liées à l'alcool et au tabac. Donc ça, c'est de la prévention. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Donc le but de la prévention, c'est de jouer sur tous les facteurs qui peuvent contribuer à ce que des pathologies surviennent. Après, il y a d'autres médecines de prévention qui sont au cours d'éviter, au cours des maladies qu'elles se compliquent et surviennent. Mais déjà la prévention primaire en soi, quand vous avez vu les ordres de grandeur, c'est très important, et de prévenir les maladies liées au surpoids, l'alimentation. Toute cette médecine préventive est très importante. La sédentarité ? La sédentarité aussi, d'améliorer l'accès à la mobilisation, au sport et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. C'est vrai qu'actuellement, malheureusement, en France, jusqu'à présent, la sécurité sociale n'a pas beaucoup contribué à faire de la prévention, et c'est dommage parce que c'est elle qui paye après les maladies. Donc c'est vrai qu'il faudrait plus impliquer nos organes de santé publique pour développer la prévention, car c'est vraiment un domaine très important. Alors après, il y a évidemment des freins. Je ne vous parlerai pas de ceux à l'alcool, les freins à la prévention de l'alcoolisme, des freins à la prévention du tabagisme. Pour les expositions aux pesticides, il y a aussi des freins à diminuer l'exposition aux pesticides. Augmenter la prévention de certaines maladies, ce sont aussi des décisions politiques où il faut avoir le courage de diminuer des expositions à des éléments qui peuvent faire survenir des maladies. Donc c'est une action collective, et c'est important de pouvoir faire en sorte que les enfants ne soient pas exposés à la nicotine tôt pour qu'ils n'aient pas envie de continuer la nicotine, de faire en sorte que les enfants ne soient pas exposés à l'alcool tôt pour éviter qu'ils boivent après. Et tout ça, c'est une action collective pour éviter qu'il y ait une pathologie importante qui se développe. Je vous rappelle que sur le coût des maladies, c'est un élément très important, parce que 75 000 morts du tabac, c'est pas que des morts, c'est beaucoup de malades qui, pendant longtemps, sont malades, réduisent leur qualité de vie, et c'est un énorme coût pour les gens, et c'est un énorme coût pour la société. Ce sont chaque année plusieurs dizaines, même jusqu'à, je crois, une centaine de milliards d'euros que nous coûte le tabagisme en France. Alors il suffirait par un élément magique de supprimer le tabac en France, et on gagnerait beaucoup de vie, beaucoup de confort et beaucoup d'argent. Quid des drogues ? Je dis bien au pluriel, drogue, parce que entre les drogues dites douces, il y a des débats d'ailleurs sur la dépénalisation de certaines, vous voyez à quoi je fais allusion, et puis des drogues dures, on parle d'une vague blanche de narcotrafic qui se développe en France. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? La première des drogues en France, c'est l'alcool. La première des drogues en France, c'est l'alcool. C'est la plus dure, la plus dangereuse. Il faut bien le dire, c'est malheureusement un état de fait. Elle est complètement légalisée, et le fait de la légaliser permet de la contrôler, mais ne l'empêche pas. Après, effectivement, il y a une émergence de toxicomanie en France qui est beaucoup induite par des marchés parallèles qui favorisent bien sûr ces drogues. C'est comme le tabac, il n'est pas difficile, il suffit d'introduire une drogue pour qu'elle se développe. Les professionnels du tabac le savent très bien. En Afrique, vous faites fumer les enfants, ils vont devenir fumeurs.
Les gens ne sont pas fumeurs en Afrique. De fait, il n'y a pas de tabagisme en Afrique. Mais si vous introduisez du tabac chez les enfants, ils vont devenir tabagiques. Pour les autres drogues, c'est la même chose. Si une drogue s'est introduite dans une population, la population va devenir dépendante à la drogue. Donc c'est un marché qui se développe parce que certaines personnes ont intérêt à ce qu'elle se développe. Après, une fois que les gens sont dépendants, c'est très difficile de les faire sortir de cette dépendance. Et c'est en tout cas sûrement pas par la répression que ça va fonctionner. Les faire sortir, c'est une aide. Il faut aussi essayer de jouer sur le fait que sont les facteurs qui peuvent contribuer à l'émergence d'une dépendance. C'est souvent des facteurs personnels, des facteurs psychiques, psychiatriques ou des facteurs sociaux qui vont faire en sorte que certaines populations sont plus vulnérables à l'émergence d'une dépendance. Donc il faut sûrement jouer sur cette vulnérabilité, sur le fait qu'il faut aussi un suivi psychiatrique de ces personnes. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas très riche en offres psychiatriques. Et donc il faudrait faire en sorte que l'offre de la psychiatrie de la dépendance soit meilleure, si on veut faire en sorte que les personnes les aider à sortir de cette dépendance. Et donc actuellement, ça contribue à la fois à un marché noir et en même temps à la mauvaise santé de la population. Et il est clair que c'est en tout cas sûrement pas la répression qui va améliorer la dépendance de la population. Donc il faut faire en sorte que l'aide à la dépendance puisse se développer de façon à aider les gens à sortir de cette dépendance. Le sport, c'est bien ? Le sport, c'est un des outils, bien sûr, mais c'est surtout l'intégration dans la société, dans un collectif urbain, l'accès au collectif, à des maisons qui permettent aux jeunes de trouver d'autres sources de plaisir que la drogue, peut leur permettre, en tout cas, de ne pas avoir accès déjà à la drogue et éventuellement d'avoir d'autres dérivatifs. Donc ça, c'est un des multiples éléments. Après, ce qu'il faut clairement, c'est aussi taper au portefeuille de l'origine des deals de la drogue, hein, pas aux petits dealers du coin qui, lui, n'en a que des petits bénéfices, mais aux gros bonnets. Mais là, le problème, les têtes de réseau. Oui, le problème des têtes des réseaux, c'est qu'elles sont hébergées dans des paradis fiscaux auxquels tout le monde a intérêt. Alors ça, c'est notre sujet. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, François Bouy, en tous les cas, pour les questions que vous posez, qui nous amèneront à nous retrouver prochainement. À bientôt. Je vous en prie.